Bonsoir à tous, il est 21h, on est en direct sur Radio Papote, Radio Saint-Ferréol 94.2 FM. Ce soir, on est assez nombreux dans le studio, puis on a des invités de marque ce soir avec nous. Ce soir, on va s'intéresser aux prochaines municipales. On s'est posé la question de comment on peut s'intéresser aux prochaines municipales, parce que dans un monde un peu globalisé avec des instances régionales, nationales, internationales, qui ont beaucoup de pouvoir sur notre quotidien, on peut se dire qu'au niveau de la mairie où on vit, on peut peut-être rien améliorer, mais en fait, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut se faire dans les choses concrètes dans sa vie. À Cray, à Oust, dans les villages de la vallée de la Drôme, on entend souvent dire que les dynamiques citoyennes sont un moyen pour que les gens se réapproprient le pouvoir démocratique local. Et c'est peut-être vrai. En tout cas, on va le voir et débattre de ça sans détour. On a choisi de prendre un point de départ des débats, la question du logement cette semaine et des passoires thermiques. On va dérouler le fil et comprendre ce qui pourra nous motiver à aller voter en mars 2026 ou pas aussi. En tout cas, on espère que ça va vous plaire et n'oubliez pas que nos émissions sont disponibles en podcast sur YouTube, Instagram, au pseudo Radio Papote, tout attaché. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous plaît. Donc bonsoir à tous, on est toujours en direct sur Radio Saint-Ferréol pour l'émission Radio Papote ce soir. On va parler des prochaines municipales, on a essayé de voir si ça peut être intéressant de s'investir là-dedans et qu'est-ce qui peut nous motiver à aller voter la prochaine fois. Avant ça, on va faire un petit tour de présentation. Raphaël, comment vas-tu depuis la dernière fois ? Très bien. On te présente comment tu accompagnes toutes sortes de projets collectifs, tu es ingénieur agronome comme à peu près 50% des gens que je côtoie, je sais pas pourquoi. Dans ce studio. À la base, donc tu es ingénieur agronome et en ce moment, tu travailles pour la sécurité sociale de l'alimentation. Tu veux nous en dire un mot ? Eh bien oui, comme la dernière fois, je vais en dire un mot. J'espère qu'à un moment, on fera quand même, on pourra dédier un sujet dans l'émission sur la sécurité sociale de l'alimentation. C'est un projet politique qui consiste à ajouter l'alimentation à la sécurité sociale, qui comprend aujourd'hui déjà plusieurs branches. On connaît la santé, mais il y a aussi la retraite, la grossesse, en fait tout ce qui nous permet de socialiser du salaire à des moments où on ne peut plus produire. Et donc on se pose la question aussi de l'alimentation et comment ajouter l'alimentation à la sécurité sociale. Et pour ça, on est organisé dans un collectif avec des dizaines d'organisations nationales. Et nous, localement, on porte un projet de caisse, comme la caisse de la sécurité sociale de la santé, mais sur l'alimentation. Donc les gens cotisent. Et il y a une espèce de redistribution comme ça qui se fait, une solidarité où derrière on peut aller acheter son alimentation de qualité en soutenant des filières locales. Et ça permet aussi d'orienter la consommation vers des filières locales qui aujourd'hui sont un peu en galère à cause du pouvoir d'achat. D'accord. C'est très long, c'est compliqué. J'espère qu'un jour on pourra... Consommateur. Non, justement, non, mais... C'était pour donner. Ouais. Antoine, merci Raphaël. Et bienvenue. Antoine, bienvenue aussi. Tu habites dans la vallée de la Drôme aussi. Tout à fait. Tu es passionné de science. Tu aimes les gens qui détestent l'injustice.
Et la bonne blague, c'est que tu te baignes dans la Drôme toute l'année et tu danses pieds nus pour faire croire à nos auditeurs qu'on est un peu tous comme ça dans le Crétois. Je mange des graines aussi. De quoi tu vas nous parler cette fois-ci ? De la fin des GAFAM, Google, Amazon, Facebook et consorts. Enfin, peut-être un jour, leur fin. De numérique, bref. Romain, comment te présenter, Romain ? Tu es un citoyen engagé, house sur Sea, mais aussi dans l'économie sociale et solidaire et l'insertion, on peut dire ça ? De quoi tu vas nous parler ? Ah oui, c'est vrai que ça, c'est pas... Oui. Comment on peut te présenter ? Merci Elias, merci, toujours bien à fond. Effectivement, moi, je me bats tous les jours sur les questions de coopération économique et remettre l'humain au centre des entreprises et donc en sortir la question capitalistique. Moi, je parle beaucoup d'économie, de gestion, d'organisation collective. Voilà, et dans nos différentes émissions, je me retrouve à parler du sens du pognon. Et ça sera pour la prochaine émission de décembre, effectivement, où tu nous prépares un contenu là-dessus. Et pas pour cette émission, c'était là mon erreur. Ce soir, je suis juste un simple débatteur dans ces différentes discussions, puisque je suis aussi engagé sur les questions municipales à Oust. Ok, super. Donc, Coco, t'es la première fois que tu viens. T'es une citoyenne engagée aussi, habitante à Crest cette fois-ci. Et tu viens pour la première fois, mais tu peux nous dire de quoi tu vas nous parler pour cette première de Radio Papote pour toi ? Bienvenue. Bonjour à tous, moi c'est Coco. Je suis une madame tout le monde qui partage les inquiétudes d'à peu près monsieur tout le monde. Et aujourd'hui au menu, c'est réchauffement climatique ou comment ne pas finir en agneau de 7 heures. D'accord, merci. Alors, on a avec nous un invité spécial. La personne qui a accepté de venir dans ce piège à con. Samuel l'orphelin. C'est toi. Samuel l'orphelin, candidat à Crest, sur la liste avec. Samuel, comment te présenter donc tu as 44 ans, agronome aussi, comme 50% des gens autour de nous. Tout à fait. Mais aussi professeur d'économie et gestion en lycée agricole et parent d'élèves. Est-ce que je peux te tutoyer d'abord, Samuel ? Sans problème, avec plaisir. Qu'est-ce que je peux rajouter pour te présenter ? Parce que là, c'est un peu l'affiche. C'est moi qui vais le rajouter. Déjà, bonsoir à tous et merci pour l'invitation à la Radio Papote de ce soir. Que rajouter ? Je suis arrivé dans la Drôme il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc je suis ingénieur agronome de formation et je suis arrivé ici pour travailler avec les agriculteurs du département. Donc j'ai traversé le département dans tous les sens pour rencontrer une centaine d'agriculteurs. Voilà, et donc ça m'a permis d'avoir une bonne vision sur ce qu'est l'agronomie ici dans la Drôme. Et puis en 2020, je me suis impliqué pour la première fois dans la politique avec la liste Ensemble pour Crest, qui n'est pas passé loin de la victoire, mais qui n'a pas réussi à changer les choses à Crest. Et donc cette année, je remets le couvert avec le collectif Avec, qui présente donc une liste de gauche et citoyenne pour les prochaines élections municipales de 2026. Ouais, super, merci beaucoup pour ta présentation. Qu'est-ce qui t'a... Donc tu nous as dit un peu que ton passif, du coup. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager un peu dans la liste municipale ? Le projet de liste, en quelques mots pour les auditeurs, de projet de liste que vous portez concrètement ? Concrètement, donc je l'ai dit, une liste de gauche et citoyenne. De gauche, pourquoi ? Parce qu'on travaille un projet autour de 3 piliers qui sont la justice sociale, l'écologie et la participation démocratique. Et donc, le deuxième volet, c'est le volet citoyen. Et c'est là qu'on essaye de travailler différemment des listes des partis politiques, à savoir qu'on monte un programme et une liste en partant des citoyens. Donc, c'est les citoyens qui nous aident à rédiger ce programme. C'est des citoyens qui s'investissent et qui se présentent. Et puis, une fois que notre liste sera élue, puisque c'est notre objectif, l'idée, c'est aussi de remettre le citoyen au centre des décisions à travers différents mécanismes participatifs pour que, enfin, les citoyens puissent se réapproprier leur quotidien. Ok. Super, merci beaucoup. C'est Radio Papote, tous les 4e vendredis du mois, à 21h, en direct des studios de Radio Saint-Ferréol, 94.2 FM.
Comme cette édition est consacrée de Radio Papote est consacrée au logement, on va commencer par un petit tour de table rapide qu'on a nommé les pépites du logement, les pépites du mal logement. Donc c'est l'heure des pépites du mal logement parce que entre l'humidité, les loyers abusifs et les propriétaires fantômes, on a essayé de commencer cette émission par en rire un petit peu avant de passer aux choses sérieuses. Alors chère chroniqueuse, chers chroniqueurs, racontez-moi une anecdote de votre histoire personnelle avec un bailleur, un syndic ou un voisin qui vous a cassé les pieds. Moi je sais que par exemple en quittant un appartement, mon propriétaire m'a fait payer des travaux que j'avais fait. J'avais installé un robinet pour une arrivée d'eau pour un lave-linge. Et plutôt que de me remercier d'avoir installé un robinet gratuitement, il me l'a fait payer et supprimer de ma caution. Voilà. Romain, tu peux nous raconter un truc sympa aussi de propriétaire ? Je m'y connais bien en propriétaire un peu abusif. Moi, quand j'ai voulu quitter un logement dans la vallée, effectivement, j'ai reçu une note et mon propriétaire, qui était aussi mon voisin, m'a envoyé la note de paysagiste pour découper pour la taille de tous les buissons qui étaient sur notre limite de propriété. Voilà, le culot à l'état pur, en m'expliquant qu'effectivement, il allait déduire ça de la caution, puisque j'en étais garant. Donc voilà, on se gêne pas quand on est propriétaire. Antoine ? Non, oui, on va sur le Bon Coin, on voit tous les logements en location que tout le monde visite et que personne ne loue. Et une partie de ces logements sont en général très très mal chauffés. Donc on a tous, moi y compris, un copain qui a loué ça en arrivant dans la région ou en voulant s'installer dans plus grand et qui réalise en février, quand il est déjà à 1 500 € de chauffage, que ça ne va pas durer éternellement. Voilà. Samuel, t'en as une pour nous ? Pour moi, c'était plutôt une bonne surprise en arrivant dans la Drôme. J'avais travaillé auparavant 3 ans en région parisienne. Et donc, en arrivant à Valence, j'ai cherché un logement avec ma compagne. Et là, donc, on sort notre dossier habituel de 50 pages avec les fiches de salaire des 10 dernières années, les cautions de nos parents, grands-parents, etc. Donc, on avait prévu une dizaine de dossiers, donc 500 pages. Et là, le propriétaire nous dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, j'en ai pas besoin du tout. » Voilà. Bravo. Et dans un autre registre, moi c'était l'inverse, je n'avais pas ce dossier de 50 pages. J'étais enceinte et je cherchais un logement avec aucune situation, donc impossible. Et j'ai fini par trouver un logement de 15 mètres carrés qu'on m'a loué mois par mois. C'est-à-dire qu'on devait refaire le bail mois par mois parce qu'ils ne voulaient pas s'engager en fait, sur un bail, donc c'est totalement illégal, hein. Et donc, tous les mois, on devait refaire le bail de façon à ce qu'ils puissent, à tout moment, me virer, quoi. Donc, des contournements, il y en a plein. Et j'ai fini par avoir un logement social, grâce à du piston, hein, bien sûr, parce que c'était dans une grande ville, il y avait 11 000 personnes sur la liste d'attente. Et donc, j'ai pu avoir un logement social. Et j'ai failli me faire virer parce que j'avais, pendant le confinement, pendant le Covid, j'avais lancé une initiative avec des voisins pour faire un petit jardin en bas pour occuper les enfants. Et il y avait une des voisines qui était dans le syndic et qui a dit « Mon Dieu, mais c'est de la dégradation d'espace public !» Parce que j'avais désherbé vraiment 4 mètres carrés, quoi, juste pour occuper les gamins. La dégradation d'espace public. Dégradation d'espace public et avec une menace de me virer. D'expulsion. Pour avoir tendu le gazon. Pour avoir, c'est ça, avec tous les gamins de l'immeuble qui étaient trop contents du coup. Et il y avait juste elle qui avait vu tu vas payer pour la joie que tu as procurée. C'est ça. Et toi, Colline ? Moi, à Paris aussi. Rapproche le micro. Je rapproche le micro, pardon. Donc à Paris aussi, à ce point-là, ok. Je suis allée dans un foyer jeunes travailleurs, donc c'est 500 € pour pouvoir avoir accès à une chambre, une cuisine commune et pas l'autorisation de faire rentrer son copain. Donc ça paraît pas cher pour ceux qui vivent à Paris, mais quand on vient de l'Ardèche, on se dit que c'est un peu abusé. Ah ouais. Et puis comme j'avais la flemme de descendre en bas dans la cuisine commune pour me faire à manger, je m'étais acheté un cuit-vapeur que j'ai fait marcher dans ma chambre. Et du coup, en fait, ça a fait un court-circuit sur l'étage et je me suis fait confisquer mon cuit-vapeur. Voilà. Tu t'es fait virer presque. Menace d'expulsion. Radio Papote, une émission qui se cache derrière son titre pour diffuser du contenu révolutionnaire. C'est notre nouveau jingle. Et Colline, c'est à toi.
on va commencer par ton contenu, par ta réflexion, et ensuite on va débattre. Donc, on te laisse le micro. Ok. Eh bien, ce mardi 28 octobre à 14h, passait une émission fort intéressante sur France Culture, de Cause à effet. Allez donc y jeter une oreille, vous n'y perdrez pas votre heure. Or donc, en préambule, Christophe Cassou, climatologue, nous parlait de probabilité et de canicule parisienne. Prenez un dé à 10 faces et remontez en 1924. Si vous lanciez ce dé, la probabilité de tomber sur une canicule impactante sur la santé est nulle. Toujours à Paris, mais un siècle plus tard, je te donne ce dé, Elias. Quelle est ta chance de tomber sur une telle canicule ? 1 sur 10 ? Exactement. Mais la suite est bien plus inquiétante. Dans le futur, en 2050 environ, si nous continuons sur notre tendance actuelle, c'est-à-dire à faire mollement des efforts, cette chance, ce sera de 1 sur 2. Imaginez un peu si Jeanne Calment, doyenne de l'humanité, morte à l'âge de 122 ans, était née au début des années 30. Elle aurait connu, à sa naissance, un monde où les canicules n'existaient pas et, à sa mort, un monde où elle serait devenue usuelle. Enfin, dans ce monde, cette chère Jeanne serait certainement déjà morte. Mais ce n'est pas tout. En 2050, l'été 2022 sera considéré comme un été frais. Elias, tu sais combien de communes en Drôme ont été reconnues en état de catastrophe naturelle due à cette sécheresse ? 6, 5 ? Non, raté, 9 communes. Barnave, Manas, Marsanne, Montéléger, Montguer, Orcinas, Larrey-Para-Auriple, Roannac, Saint-Barthélemy-de-Vals. Bref, pour la plupart des communes voisines de Cré. En entendant cela, force est de constater qu'un grand défi nous attend. Comment adapter nos habitats à un environnement qui deviendra ponctuellement nocif à notre santé ? Bon, se protéger de la chaleur, les constructions neuves savent le faire. Mais avec la politique de zéro artificialisation des sols, les terrains constructibles se font rares et chers. Tiens, on va faire une recherche sur un site de petite annonce commune. Bon, localisation créée, terrain constructible, pas de limite de prix, on lance la recherche et... Tadam ! Cré ne propose qu'un seul terrain constructible et il coûte 180 000 €. Sans surprise, bien se loger n'est pas accessible à tous. Mais s'il paraît soutenable que nous n'ayons pas tous un niveau de confort similaire, il n'est pas envisageable de laisser la population dans des habitats qui, chaque été, deviendront impropres à leur bonne santé. Cré et son centre ancien concentrent les populations les moins fortunées. Et sans une politique communale qui favorise la rénovation thermique de ces bâtis, les populations n'auront pas les moyens d'entreprendre des travaux. Si dès aujourd'hui nous ne cherchons pas des solutions, à quoi ressemblera cette ville dans 25 ans ? Face à ce constat, je vois 3 freins à lever. Le coût des rénovations, des bailleurs privés peu scrupuleux et les normes qu'imposent les bâtiments de France. Et face à ces freins, il y a 2 leviers, l'action de la municipalité et l'organisation collective. Concrètement, une commune a du pouvoir dans sa capacité à lever des subventions, à choisir où vont ses investissements et en utilisant l'outil législatif tel que la loi Allure et le dispositif qui en découle, le permis de louer. Ce permis peut contraindre un bailleur à rénover son bien. Mais au-delà de ces outils classiques, une mairie peut faire le choix de désobéir dans certaines situations. Tiens, Elias, tu connais une commune où un maire a fait preuve de pugnacité devant les bâtiments de France ? La mairie de quoi ? De Tramail ? Oui, Tramay ? Tramail, à ne pas confondre avec Tramway. Elle est à 25 km de Mâcon. Cette commune est allée jusqu'à la cour administrative d'appel de Lyon pour défendre son projet et en finale avoir gain de cause face aux bâtiments de France. La mairie soutenait la rénovation thermique d'un ancien bâtiment afin d'y créer des logements à loyer modéré. L'architecte des bâtiments de France, ABF, s'y opposait. Défendre son projet jusqu'à l'appel a certainement dû demander du courage à M. Maillat, qui est toujours en poste. Dans un article, il témoigne. Tiens, Elias, tu veux bien faire la voix de M. Maillat ? Ah ouais, mais il ressemble à quoi ? Attends. Monsieur Maillat. C'est à Maillat l'abbé ? Non. Non, un maire, la cinquantaine, la soixantaine, comme la plupart des maires. Il est difficile pour un maire de se mettre à dos les services de l'État. Être en porte-à-faux avec l'ABF, avec lequel nous travaillons régulièrement, c'est délicat. Ça fait mal. Tu vois ce que tu vas devenir, Samuel. Se montrer en conflit ouvert, ce n'est pas simple. Ok, merci Elias pour cette vibrante interprétation. Cet exemple démontre que lorsqu'un projet structuré est soutenu par une mairie, il est possible de faire bouger les lignes même du côté des bâtiments de France.
Du côté collectif, l'organisation en syndicat permet de réunir et structurer les voix. Ouais. Ainsi, le mouvement Locataires Ensemble, qui regroupe divers syndicats, a remporté plusieurs victoires. Ces succès ont eu pour effet de contraindre des bailleurs privés à rénover des passoires thermiques qu'ils mettaient en location. Je ne m'étendrai pas sur les actions de ce collectif, elles sont nombreuses et éclairantes, mais le temps me manque. Je vous invite donc, chers auditeurs, à aller voir par vous-même avec les mots-clés « Locataires Ensemble ». Dans tous les cas, ces histoires nous montrent que des pistes d'action sont possibles, tant du côté municipal que du citoyen. Ce que j'espère personnellement, c'est qu'une liste qui se veut de gauche et citoyenne saura articuler ces deux ressources. Ainsi, comme dans tout bon conte de fées, 1 + 1 ne fera pas 2, mais beaucoup d'enfants. Merci de m'avoir écouté. C'est Radio Papote, tous les 4e vendredis du mois, à 21h, en direct des studios de Radio Saint-Féréol, 94.2 FM. Merci beaucoup Coco pour cette belle intervention et cette première pour l'émission. J'espère que tu reviendras et on le souhaite en tout cas. Donc là, la question qu'on va se poser, on va débattre un petit peu, on va se lancer un petit minuteur. Quelle démocratie locale après les élections ? En fait, c'est un peu ce que j'ai compris. Enfin, j'ai plusieurs interprétations de ton propos, mais en fait, le problème du logement sous l'angle de l'intervention citoyenne, c'est intéressant. Et comme certains nous disent souvent, ou on se dit aussi nous-mêmes, élection piège à con, entre guillemets, comment faire confiance en nos candidats, nos têtes de liste qui seront peut-être élus et qui laisseront peut-être leurs promesses de côté, surtout en matière de logement, qui est un sujet complexe parce que souvent, ça demande beaucoup de finances, ça demande des budgets, plus que des projets ou voilà, d'autres types de projets. Donc, on va lancer le débat là-dessus, savoir un peu ce que ça vous fait réagir. Toi, Samuel, je te rappelle que tu es notre invité ce soir. Oui. Tu es membre de la liste avec qui se présente aux élections municipales à Crest en mars 2026, Samuel L'Orphelin. Tout à fait. Merci Coco pour cette chronique, puisque c'est vraiment dans l'objectif d'AVEC, avoir effectivement des citoyens et une municipalité qui font plus que deux, qui travaillent ensemble pour résoudre tous les problèmes qui se posent. Donc à Crest, nous on l'a vu dans tous les porte-à-porte qu'on a fait, le logement est une question qui est revenue régulièrement. Bon, on s'en doutait déjà un petit peu, ça nous l'a confirmé. Donc aujourd'hui, ça va être une des priorités du mandat qui vient, pour nous en tout cas. Se saisir du logement parce qu'on voit qu'il manque des logements pour toutes les catégories sociales, que ce soit des retraités, que ce soit des familles monoparentales, que ce soit des jeunes travailleurs. On voit que beaucoup de catégories sociales, en tout cas, ont des difficultés à se loger à Crest. Et donc, il faut qu'on s'en occupe. Et pour ça, la municipalité a quand même des leviers qui sont disponibles. Donc, dans les leviers, c'est déjà s'occuper des logements vacants, puisqu'il y en a à Crest, un petit peu plus que la moyenne des villes de la même strate. Donc, ça veut dire qu'on a déjà des choses à faire là-dessus. Tu as un chiffre là-dessus, par exemple ? Là, j'ai plus les pourcentages en tête, mais on est grosso modo 3% au-dessus de la moyenne nationale sur les villes de la même strate en termes de logements vacants. Donc il y a des choses à faire et c'est notamment des incitations fiscales, ça va être aussi de l'accompagnement à la rénovation thermique dont vous avez parlé. Et puis il y a un énorme sujet à Crest que vous connaissez bien, c'est la rénovation de l'ancien hôpital, où là on voit que la priorité de la municipalité actuelle n'a pas été mise sur le logement, elle a été mise sur l'offre touristique. Quelle surprise. Et voilà. Donc on prend le sujet dans l'autre sens, on voit qu'il manque des logements, on a des bâtiments énormes qui vont se libérer, c'est comment est-ce qu'on répond à la demande en logement avec ce bâtiment-là qui va se libérer. Ouais, plutôt que de le détruire. Plutôt que de le détruire, tout à fait. Donc réhabiliter l'existant. Romain, tu as une réflexion par rapport à ça sur ton point de vue, peut-être ouse-toi ? Non, mais c'est vrai que c'est un véritable enjeu que je crois que tous les territoires ont besoin de s'emparer aujourd'hui, surtout dans la vallée de la Drôme. Il y a quand même un enjeu en fonction des communes aussi sur les logements secondaires qui sont occupés quelques jours par an, alors qu'à côté de ça, on se le rappelle à Crest quand même, il y a plus de 400 personnes qui vivent dans la rue, recensées par les associations caritatives. Donc il ne faut pas oublier que cet enjeu-là, et c'est une réalité de notre territoire et que c'est un véritable enjeu de pouvoir s'en emparer. Et merci en tout cas de le faire.
Et jusqu'à où vous êtes prêt à aller sur ces questions-là? J'ai envie de vous questionner sur ces questions de préemption, sur l'accompagnement, si on peut parler, ou forcer les bailleurs à rénover leurs bâtiments, leurs logements, à sortir de la spéculation foncière pour certains qui préfèrent maintenir, et on en voit plein dans Cray, de bâtiments inoccupés ou légèrement occupés, pour pouvoir arriver à répondre à effectivement tous ces besoins de logement. Et voilà. Ce qu'on est prêt à faire là, c'est, je l'ai déjà dit, l'accompagnement à la rénovation déjà des logements pour des éventuels propriétaires qui sont en difficulté. Après, au-delà de ça, ça peut être de l'incitation fiscale, donc une taxe sur les logements vacants. Mais on va récupérer une partie de ces logements vacants, mais ça ne va pas être la solution complète pour le manque de logement. Donc après, il va falloir chercher d'autres choses. Donc la récupération de bâtiments vides aujourd'hui comme l'ancien hôpital, c'est une autre partie de la solution. Et puis il va y en avoir une troisième qui est qu'il y a des constructions de logements nouveaux qui vont se faire sur le quartier Mazorel à Cray. Donc ça, il y a une opération qui est déjà lancée. On ne sait pas aujourd'hui quelle pourra être notre maîtrise sur le sujet quand on va arriver aux élections. Parce que la mairie essaye aujourd'hui de ficeler ce projet-là avant les élections. Mais là, il y a une création majeure de logements qui va se faire sur Cray. Ce sera probablement la dernière création majeure de logements sur Cray si on suit les préconisations du SCOT. Donc il faut aussi suivre ça de près pour s'assurer que ces logements ils vont bien répondre. Le SCOT, le schéma d'aménagement territorial, donc qui a projeté l'évolution de la population sur une dizaine d'années sur la vallée et qui essaye de mettre en cohésion donc les ressources qu'on a et la population qu'on va avoir sur le territoire. Ouais, ok. Donc il faut qu'on surveille ça pour s'assurer que les logements qui vont être créés vont bien répondre aux besoins des habitants qui n'ont pas de logement aujourd'hui à Cray. Ok. Antoine, tu voulais réagir? Ouais, j'ai fait mes petits devoirs avant de venir. J'ai regardé sur Internet, ces 40 dernières années, dans la Drôme, il y a eu plus 30% de population. Plus 30% en 40 ans, c'est absolument considérable. Et c'était avant le Covid, c'était au dernier recensement. Avant le Covid et avant l'explosion de Airbnb. Donc moi, j'ai une suggestion à faire. Est-ce qu'on peut pas, ça va pas faire plaisir à tout le monde, hein, mais limiter la durée de Airbnb. J'ai cru comprendre qu'on a des moyens légaux de limiter ça pour pas que ce soit... que ça vienne prendre la place de gens qui veulent habiter à l'année, quoi. Il y a un point de vue là-dessus? C'est une question pour toi, Samuel. Sais-tu ce qu'il est possible de faire là-dessus? Je suggère une quatrième idée autour de Airbnb. On n'a pas étudié cette piste-là aujourd'hui. Tout à l'heure, on a parlé des résidences secondaires. Donc ça, on avait quand même regardé les chiffres. Sur Cray, on n'a pas un taux de résidence secondaire qui est énorme. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais par rapport à d'autres... communes du littoral, on est loin d'être dans une situation catastrophique. Donc probablement qu'on peut aussi récupérer des logements de ce côté-là via l'incitation sur la taxe d'habitation. Mais pareil, on n'aura pas un réservoir de logements phénoménal de ce côté-là. Ouais, il y a le manque de logement, il y a aussi le mal logement. Moi, je voulais aborder ça aussi parce que ça fait partie du sujet de Coco, c'est de dire, en fait, il y a beaucoup de locataires aussi qui sont dans des situations de merde, dans des logements qui fuient, qui sont humides, qui sont pas entretenus, etc. et qui s'en sortent pas par rapport à leurs charges, par rapport à leurs conditions de vie, etc. Peut-être on pourra en parler plus tard parce que... Qui voulait prendre moi, je la voulais parole juste là-dessus? compléter ce que disait Samuel et pour répondre à Antoine. En fait, l'enjeu premier pour pouvoir travailler sur ces questions d'Airbnb et compagnie, c'est de pouvoir être reconnu en zone tendue. Et c'est ce qui est possible sur un certain nombre de communes littorales et qui ont pu permettre, grâce à ça, d'avoir une législation municipale complémentaire qui leur donne des outils pour le faire. Mais aujourd'hui, Cray, Oust et un certain nombre de communes de la vallée ne le sont pas reconnus. On n'est pas en zone tendue, Cray. Ouais, c'est pas. Et donc c'est tout un combat effectivement à faire entendre auprès de la préfecture puisque c'est eux qui définissent les zones. Et ça effectivement, ça permettrait d'avoir tout un arsenal supplémentaire pour pouvoir faire. On dit pas interdire, on dit limiter ceux qui exagèrent, qui louent une partie. Après on voit, c'est là que ça devient. Mais par contre, on voit effectivement plein d'exemples de communes qui l'ont fait et simplement New York pour ceux qui ont suivi un peu les dernières élections
élections, ont mis en place quelque chose qui est très contraint. Donc, on n'empêche pas, mais on limite vraiment la possibilité de pouvoir permettre de mettre son logement temporairement en location, de pouvoir l'encadrer avec des déclarations très régulières à faire. Il y a la question de la taxe aussi de séjour, qui est aussi un moyen de pouvoir comme ça ramener des recettes à la commune. Donc voilà, il y a des petits leviers, mais effectivement, tant qu'on n'est pas reconnu zone tendue, on n'a pas peu de leviers, et je rejoins ce que disait Samuel, il n'y a plus que la bonne volonté collective. Et je sais qu'il y a un arpentage citoyen qui a été organisé sur Crêpes pour identifier tous les logements vides et qui devrait permettre d'apporter aussi beaucoup plus de vraies réflexions et de pouvoir poser le débat sur la table prochainement, sûrement en lien avec. Voilà. Il y avait Raphaël et peut-être après Colline. Oui, moi je voulais un peu peut-être dézoomer de la question du logement parce qu'on a parlé du problème du logement sous l'angle de l'intervention citoyenne et de en quoi, à partir de ce problème du logement, on pouvait parler de démocratie locale. Et moi, c'est ça qui m'interroge, c'est des déclarations comme ça en période électorale sur des choses qui peuvent changer concrètement la vie des gens et qui répondent à des besoins. On en a plein en période électorale. Et qu'est-ce qui vous différencie ? Et quand vous dites redonner le pouvoir aux habitants, concrètement, comment ça se traduit ? Alors prenons l'exemple du logement. Enfin, je ne sais pas si c'est techniquement simple de le faire par rapport à ce que vous avez prévu en termes de démocratie locale. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Comment est-ce qu'on associe les citoyens, les habitants, ceux qui sont confrontés à des problèmes de logement comme les autres, à des mesures programmatiques, et comment est-ce qu'on assure un contrôle citoyen ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est quoi votre plus-value citoyenne là-dedans ? Parce que n'importe quelle liste de gauche dirait on oppose pour l'hôpital un contre-projet où on met au cœur des préoccupations le logement parce que voilà, c'est plus proche des préoccupations. On est plus de gauche en disant ça. Mais en fait, qu'est-ce qui nous assure que ça va être fait ? Qu'est-ce qui nous assure que c'est ambitieux ? Est-ce qu'il y a du contrôle citoyen là-dedans qui est prévu ? Comment est-ce qu'on peut suivre ? Il y a un truc qui manque cruellement souvent, c'est la transparence. On a souvent des mesures qui sont annoncées en début de mandat et on n'a jamais les outils pour les suivre. Tout simplement une espèce de petite barre d'avancement. Alors il y a justement des municipalités qui l'ont fait de suite, qui ont un peu un rapport un peu innovant à la pratique démocratique, mais justement ça, en termes de transparence, on a annoncé qu'on créerait tant de logements. Où est-ce qu'on en est à mi-mandat ? Déjà de la transparence, du contrôle et du contrôle citoyen, et pour recréer de la confiance, parce que sinon on va continuer à perdre confiance dans toutes les solutions politiques qui nous sont proposées et de politiques politiciennes qui risquent de créer l'effet inverse de ce qu'elles veulent créer. Donc comment on fait Alors, peut-être pour pas faire trop de ping-pong, Coco, tu voulais dire un truc, peut-être que ça rejoindra, et effectivement, ça recentrera peut-être la question sur la démocratie locale après les élections, les questions des contre-pouvoirs après les élections. Imaginons qu'on est dans une situation où on a une mairie qui veut faire quelque chose, mais elle ne peut pas non plus tout faire. Oui, moi, là, ce qui me gênait dans ce que j'entendais, c'est que finalement, on vous parlait de créer des nouveaux logements. Mais mon propos dans ma chronique, c'était de dire, mais en fait, il y a déjà plein de logements qui sont habités, qui sont mal habités. Alors là, on parle d'humidité. Comme dit Elias, moi, mon inquiétude, c'est que dans 25 ans, c'est demain. Ah oui, c'est le chaud. C'est le chaud. Ouais. On est dans une ville où il n'y a pas de place pour mettre de la verdure, parce qu'on a des contraintes énormes avec les bâtiments de France. On ne peut pas surélever les toits pour mieux isoler, etc. Je sais bien qu'une mairie toute seule, elle ne peut pas faire complètement changer le cahier des charges des bâtiments de France. Mais effectivement, pour rejoindre Raphaël, comment vous allez coordonner le collectif et la mairie ? Parce qu'à un moment donné, ces normes, il va falloir les changer. Ou alors vous allez vous retrouver avec tout le centre ancien de Cré, qui est une vraie cocotte minute, avec toute cette pierre qu'il va falloir reloger. Sauf que vous l'avez dit, le quartier Mazorelle, c'est le dernier gros projet de construction. Donc là, on est dans une impasse. Et peut-être qu'il sera construit sur un mode qui ne fonctionnera pas avec un changement climatique J'espère extrême. Que si, quand même. En tout cas, voilà, ça te tambourine pas mal de questions quand même, hein, désolé. Oui, mais vas-y, je vais essayer de ne pas en oublier. Ouais. Donc effectivement, là, on hérite d'une situation où on a un centre-ville qui est assez dégradé. Ça date pas d'aujourd'hui. Là, on a plusieurs décennies d'abandon politique sur ce sujet-là. Donc effectivement, la commune toute seule pourra pas faire énormément de choses.
En revanche, au niveau de la communauté de communes, là, on sait qu'il y a déjà des programmes de rénovation thermique qui ont été mis en place, pareil, il y a eu une décennie. Donc, c'était le programme Dorimi qui a assez bien marché, qui était intéressant. Donc, aujourd'hui, il est arrêté. Il faut remettre en route des programmes de ce type-là. Donc, ça, c'est à la fois des accompagnements des citoyens sur les questions techniques, comment je fais, mais c'est aussi un accompagnement des citoyens sur quelles subventions je peux aller récupérer pour faire cette rénovation thermique-là. Donc ça, c'est évident qu'il faut absolument le relancer et puis surtout le renforcer pour pouvoir répondre aux besoins des habitants. Et les locataires, qu'est-ce qu'on fait des locataires ? Après, là, voilà, les locataires, il faut qu'effectivement, il y ait des discussions avec les propriétaires pour que les propriétaires, eux, prennent leurs responsabilités et s'assurent que les locataires vivent dans des conditions dignes. Donc ça, on n'a pas aujourd'hui de projet encore ficelé avec notre collectif autour de ça. Ouais. Mais il y a la question effectivement d'un guichet pour accompagner les habitants à faire des démarches, à faire valoir leurs droits, etc. Ouais. Mais en tout cas, sur la rénovation thermique, avec la communauté de communes, il y a déjà des choses qui pourront être faites assez rapidement. Il y a des communes qui encouragent, si ce n'est juste par des locaux et une bienveillance des associations de locataires, qui permettent justement aux locataires, en dehors des pouvoirs publics, mais avec du coup de l'aide pas forcément financière, mais au moins d'être accueillis dans des locaux, faire des réunions, etc., de pouvoir tenir des dossiers, voir un peu les cas par cas, et aussi faire des actions collectives qui vont, quand c'est des gros bailleurs, faire avancer les dossiers. Ça, je pense que une mairie qui est volontaire là-dessus peut aller embrasser un mouvement qui se fait déjà. C'est un peu avec le collectif, c'est pas vraiment, mais un peu comme avec le collectif Hop de l'hôpital qui se dit, qui veut servir de contre-pouvoir et qui veut être un peu, qui est indépendant de la liste avec, mais du coup, plus tard, après les élections, ils seront encore là. Et ils serviront encore de contrepoids. Et pour les locataires, des logements habités, c'est possible d'avoir la même chose, je pense. Et c'est ce que disait Coco, c'est comment on fait pour que les citoyens plus la municipalité, ça fasse plus que deux. Et on est vraiment dans cette démarche-là aujourd'hui, et ça répond à la question de Raphaël aussi. C'est la municipalité toute seule ne pourra pas tout faire, donc il faudra qu'elle s'appuie sur les relais citoyens, et les associations de locataires peuvent être un relais citoyen. La question, c'est comment on le soutient. Donc, on veut avoir une maison des associations qui soit plus dynamique. On veut avoir plus de moyens sur ces contre-pouvoirs citoyens. Et puis, au-delà de ça, Raphaël, tu te demandais comment on fait pour ne pas dégoûter les citoyens de voter pour des promesses qui ne sont pas tenues. Là, aujourd'hui, on est en train de travailler concrètement sur comment les citoyens participent à la vie municipale demain à Cray, si nous sommes élus, et quel contre-pouvoir peut être imaginé au niveau de la municipalité. Et ça va prendre plein de formes différentes. On n'aura pas un projet là-dessus. C'est déjà de l'information, de la transparence, pour que les citoyens puissent savoir exactement de quoi on parle. Et après, ça va être différents modes de participation. Donc, dans les réunions de quartier, dans des réunions sur des projets particuliers comme l'ancien hôpital ou la place des Moulins. Et puis, derrière, ça va être comment est-ce qu'on évalue les politiques par rapport aux promesses qui ont été faites et comment les citoyens peuvent interpeller les élus pour améliorer les choses. Donc là, on n'a pas tout ficelé encore, mais c'est notre intention, en tout cas, de proposer tout un tas d'outils de contrôle citoyen. Madame, Monsieur, actuellement en recherche d'emploi suite à une année sabbatique, je vous fais part de mon désintérêt total pour le poste de chef de projet à pourvoir dans votre entreprise. Pour moi, c'est plus qu'un rêve de travailler dans une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler comme la vôtre. Vous trouverez en pièce jointe mon CV, dans lequel je me suis inventé des expériences, ainsi qu'une année sabbatique qui était en fait une année où j'ai vécu en jogging, parce que j'ai fait un burn-out carabiné dont je n'arrive pas à me sortir. La raison pour laquelle je candidate est simple. J'arrive en fin de droit et je n'aurai bientôt plus d'argent ni d'appartement. J'ai de nombreux impayés et je me nourris exclusivement de fromage blanc que j'achète chez Aldi. Dans mon appartement mal isolé,
Je ne mets plus de chauffage parce que c'est trop cher et je squatte le Wi-Fi de mes voisins. Je n'ai aucune ambition particulière si ce n'est celle de travailler le moins possible pour un maximum de blé. Je souhaite négocier avec vous une dizaine de semaines de congés payés parce que j'estime que travailler c'est fatigant et moyennement épanouissant. Contrairement à ce que j'ai mis dans mon CV, je ne parle pas un mot d'espagnol, je sais à peine commander une bière et demander l'addition. La dimension humaine de votre entreprise m'angoisse fortement. En général, quand on met dans une annonce que les qualités humaines sont primordiales, cela signifie que les salaires sont très faibles et le management violent. J'ai hâte de démarrer chaque jour de la semaine en prenant le métro pendant 3/4 d'heure, dans le doux parfum de sueur, d'ail et de goudron. Je me languis de découvrir mes nouveaux collègues avec qui je m'efforcerai de parler politique sur des sujets clivants comme le burkini, l'immigration ou le talent relatif à la jointe. Je vois que vous avez une salle de pause avec un baby-foot. C'est vraiment super pour se détendre entre deux réunions où je ferai semblant d'écouter. Malgré tout, je risque de peu m'en servir étant donné que je souhaite travailler de chez moi, dans une tenue décontractée et aux horaires qui m'arrangent. J'ai le profil idéal pour échouer avec panache, gaspiller vos budgets dans le cadre de missions que je ne maîtrise pas, en choisissant des prestataires chers et incompétents. Je ne compte pas spécialement venir à votre séminaire d'entreprise. Je me ferai porter pâle parce que je n'ai pas très envie de passer 72 heures avec Bernard de la Conta. Je crois fermement en mon manque de qualité professionnelle et suis certaine que vous apporterez une réponse positive à ma candidature. Bien cordialement. Bonsoir à tous, donc on est toujours sur Radio Papote, il est 21h43, on est en direct sur Radio Saint-Ferréol, 94.2 dans la région de Crest, dans la vallée de la Drôme, et sur internet toujours. Sur internet, sur le site de radiosaintfé.com, on peut écouter le direct et aussi réécouter les émissions, et aussi sur Instagram et YouTube, on a nos chaînes Radio Papote tout attaché. Il suffit de taper Radio Papote dans Instagram ou YouTube pour trouver les émissions passées et les émissions futures. Voilà, on va passer à notre... Ah oui, on écoutait The Toxic Avenger, pardon. C'est un compositeur et DJ français que Simon, notre sélectionneur national et ami, nous a choisi. La chanson qu'on vient d'écouter s'appelle Bien cordialement et qui était assez hilarante. Maintenant, on passe à l'interlude d'Antoine, chronique pas trop légère. Ouais, merci Elias. Salut à tous. Ah non, vous étiez déjà là depuis le début, pardon. Salut Bonsoir. Antoine. Ça va la Salut, team Antoine. Bon, je vais parler numérique, je l'avais dit. Elias, il m'avait passé une commande. Il faut pouvoir relier ta chronique avec les enjeux politiques locaux pour Samuel. Et il faut que ce soit court. Bon, c'est pas si court, vous allez voir. D'ailleurs, Elias, cette fois, tu m'as pas demandé d'être drôle. Donc, tant pis. Vous saurez qui allez trouver si vous faites chier dans les 5 prochaines minutes. Moi, j'avais envie de vous parler de numérique, donc, parce que le numérique est partout. Je change de voix. Tu es dans la matrice, Néo. Le numérique est partout autour de toi. À l'école, dans ta poche, dans ta chambre à coucher, oui, dans ton lit, au magasin, au cinéma, à la médiathèque, pour faire tourner la 3CPS. C'est devenu un outil du quotidien de toutes les organisations et de tout un chacun. Alors quand ça marche plus, on a des petits soucis. Est-ce que vous vous souvenez du 17 février 2021,
Qu'est-ce qui s'est-il passé à Cray ? Il y avait un bouchon au niveau du pont Mistral. Quelqu'un d'autre ? Sam ? 2 jours sans électricité. Donc 2 centraux téléphoniques ont brûlé. 8000 personnes sans téléphone ni accès à Internet, 200 entreprises impactées, plusieurs jours pour remettre en service. Donc oui, sans le numérique, des usines s'arrêtent, des communications ne se font plus, on ne peut plus acheter le dernier manga ou la dernière console de jeu à la Fnac. Plus récemment, vous êtes peut-être allé chez le médecin il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, et Veda, le logiciel de gestion des officines médicales, a subi une tentative de piratage le 10 novembre, avec, semble-t-il, potentiellement une fuite de nos données de santé. Bon, ils ont tout coupé du coup, et tout le monde est repassé à l'ordonnance papier. Mais les médecins et secrétaires devront tout ressaisir une fois que ce sera rétabli. Alors moi, je suis un peu paumé, parce que on m'avait dit que le numérique allait résoudre tous les problèmes des Français et des Françaises, et que ce serait super. La 5G, par exemple. Souvenez-vous comment Macron s'était érigé à l'époque en 2020 contre cette technologie inutile. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Donc French Tech, ah oui, merci Manu. French Tech, 19 septembre 2020. Je vous fais pipi tout contre. Si j'ai bonne mémoire, exactement. Bon, après, Orange, les autres sont tous passés derrière pour prêcher la bonne parole, tous les marchands, les bonimenteurs avec leurs promesses. Comme je dis souvent au comptoir du Central Vapeur, ne vous inquiétez pas, personne ne m'écoute là-bas. Dans bonimenteur, il y a Boni. Ce discours, il est fondé sur une sorte de biais majeur, vous le connaissez. C'est ce qu'on appelle le déterministe technologique. C'est qui, Boni ? Alors, c'est ça. Bonnie and Clyde. C'est l'idée que donc ce déterminisme, que la technologie, elle est là, qu'on le veuille ou non, et que quelque part, elle influence la société, quoi. Une variante, c'est que la technologie est neutre, c'est ni bon ni mauvais, on en fera ce qu'on voudra en faire, etc., etc. Et donc, on doit s'y adapter à la technologie, c'est inéluctable. Mais bon, à ce moment-là, la 5G était uniquement sur quelques sites expérimentaux et absolument pas déployée dans la France entière. Donc, c'est donc un peu du pipeau ce qu'on nous a raconté là. Et finalement, aujourd'hui, 5 ans après, elle est partout. Et vous avez vu, elle a résolu tous les problèmes des Français, le mal logement, les problèmes d'emploi, l'alimentation, etc. Alors, la 5G... Les opérations chirurgicales à distance ? Oui, la téléchirurgie, tout à fait. Ouais. Et sans oublier les voitures autonomes qui ont supprimé les bouchons de février 2021. Il n'y a plus de queue aux urgences à l'hôpital à Cray. Non. Grâce à ça. Mais est-ce que vous savez, grâce à quelles antennes à Cray 5G, on a tous ces nouveaux services ? Alors, où sont, plus sérieusement, les antennes 5G à Cray ? Au-dessus des logements sociaux, en général. Et combien il y en a ? Moi, je sais qu'il y en a une, la Dromoise, les silos. Ouais, donc la Dromoise des céréales, quand on va sur Intermarché, donc Free et Orange. Ensuite, il y a Orange tout seul à l'angle de la place de la Poste, sur un des bâtiments en coin. Il y a Free et Orange, donc à côté de Morin et du matériel médical de la Drôme, dans ce quartier là-bas. Et puis Bouygues et SFR, ils sont rive gauche ou rive sud, sur les barres d'immeubles à côté du pont de Bois. Voilà. Les logements sociaux. Ah bah voilà. Il y en a pas au-dessus du château d'eau, derrière la tour ? Sur le site Arcep Mobile, qui est plutôt bien fait, ça n'apparaît pas. Alors, est-ce que c'est les antennes 4G que j'ai sélectionné 5G par inadvertance ? C'est possible. À vérifier. Bon, voilà, donc la 5G n'a pas résolu les problèmes des gens. Et en fait, le numérique, il fait plein de dégâts, vous le savez, cognitifs, environnementaux, consommation énergétique de dingue. Ce sera probablement l'objet d'une prochaine chronique. Mais la question qu'on peut se poser ensemble ce soir, c'est comment faire pour accrer que le numérique prenne moins de place dans nos vies, qu'il soit moins destructeur de l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? On est bloqué ou on n'est pas bloqué ? Eh bien, figurez-vous que certains, ils ont fait le boulot à notre place. Avec les municipales qui arrivent, il y a une trentaine d'associations et de collectifs qui ont travaillé en 2024, en 2025, et ils en ont profité pour proposer des choses qui vont dans ce sens. Ils ont appelé ça la désescalade numérique. Peut-être pour contrer la dégringolade intellectuelle de notre classe dirigeante. Bon, on ne va pas passer les 10 principes et les dizaines de mesures qu'ils ont rédigées, mais juste une ou deux qui pourraient être utiles au collectif une fois qu'il sera élu. Bon, t'es prêt, Samuel ? Parce que c'est le moment, là, il est pour toi, là. J'écoute. Bon, ce sera court, je ne suis pas un homme politique, moi. Je suis tout oui.
Non, de un, rendre les communes plus souveraines sur leur numérique. Donc concrètement, ça veut dire que les communes doivent pouvoir héberger leurs données, pas chez les GAFAM, si possible en France, et pouvoir fonctionner sans eux. Quand il y a un gros souci d'Internet mondial, par exemple la panne de Cloudflare la semaine dernière. Ça veut dire faire l'inventaire des logiciels et des services utilisés par la commune et les changer si c'est pas ça, quoi. Et il y a des économies à faire. Il paraît même que ça pourrait économiser un pognon de dingue. Et de deux, limiter l'utilisation du numérique dans les écoles. Alors, ce qui est géré par les communes, c'est les écoles élémentaires, si je ne me trompe pas. Donc, ça pourrait être faire confiance aux professeurs des écoles, ils connaissent leur métier, mais d'échanger avec eux pour voir comment limiter le numérique s'il y en a et améliorer les choses. Et puis, évidemment, arrêter de financer les tablettes, les PC pour les élèves, comme c'est le cas dans plein de départements. Donc, je ne sais pas ce qui se fait à Cray, mais il y a probablement des choses à travailler là-dessus. Toutes les études montrent que ça a tendance à faire baisser le niveau de l'éducation, de mettre trop de numérique à l'école trop tôt, et ça augmente les inégalités. Donc c'est pas bon pour nos enfants, ni pour nous d'ailleurs. Bon voilà, finalement, il y a plein d'enjeux de numérique à Cray, trop bien. On va pouvoir faire plein de trucs tous ensemble. Bon, en guise de conclusion, sans paraphraser Manu de tout à l'heure, je vais vous dégoupiller une grenade entre les jambes, sous la forme d'une question. Si le vote à Cray était électronique ou ailleurs, dans les autres communes, est-ce qu'il y aurait plus ou moins de suspicion de triche ? Point d'interrogation. C'est Radio Papote, tous les 4e vendredis du mois, à 21h, en direct des studios de Radio Saint-Féréol, 94.2 FM. Merci Anton pour ce contenu. On n'avait pas forcément prévu, mais est-ce que vous avez des petites réactions à chaud ou pas sur ce contenu ? Ah bah oui. Vous avez envie ? Oui. Allez-y. Le portail famille de la 3CPS. Sur le vote électronique, évidemment, à partir du moment où on maîtrise plus la technologie, la suspicion va revenir. Donc, le vote dans les lieux publics, ça reste quand même un impondérable de la démocratie. On peut voir qui va dans l'isoloir. Après, sur le numérique à l'école, pour avoir des enfants qui ont fréquenté les écoles de Cray et puis maintenant le collège, je trouve qu'on est très bien logé à Cray. On a un corps enseignant qui est très vigilant là-dessus et qui fait extrêmement bien son travail. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas aujourd'hui à Cray. Voilà. Après, pour le reste, on n'en a pas débattu en collectif, mais on sait qu'il y a des initiatives citoyennes. Il y a un réseau qui s'appelle Résine sur Cray, pour avoir je voulais en parler. Du numérique déconnecté des GAFAM. Donc, nous, je ne sais pas si on portera des sujets là-dessus. Moi, personnellement, j'y suis favorable puisque je tourne sous Linux. Mais pour l'instant, ce n'est pas un sujet qu'on porte collectivement, mais ça n'empêchera pas d'encourager les initiatives citoyennes sur ce sujet-là. On a plein de propositions à vous faire avec Résine. Ah bah super, c'est vrai. Donc, dédicace au corps enseignant, vu qu'on était là-dessus tout à l'heure, et au pingouin pour Linux. C'est Radio Papote, tous les 4e vendredis du mois, à 21h, en direct des studios de Radio Saint-Féréol, 94.2 FM. On est dans une chaîne d'opinion ici, dans une émission d'opinion. Non, on n'est pas dans une chaîne d'opinion. On n'est pas dans une chaîne d'opinion. On est dans une émission de parti pris. Non plus. Ne dites de pluralisme, d'information et de débat contradictoire. Pardon. Voilà. Donc, pour finir cette émission... Merci Pascal. Sans transition, quoi. On n'était pas prêts. Il est 21h54, on commence à être un peu cuit. Et je vous propose, comme d'habitude, un quiz pour deviner d'où viennent ces quelques extraits de nos médias bollorisés. Alors, le jingle, enfin, le petit générique, vous avez tous reconnu. Pascal Pro, le meilleur d'entre nous. Voilà, qui va commencer à être un peu boycotté parce qu'il est dans tous les bêtisiers les plus horribles des passages médias. Donc, on va peut-être faire comme Hanouna, en fait, on va peut-être finir par le couper. En tout cas, j'ai un petit extrait pour vous, un premier extrait qui a eu lieu qui est passé le mois dernier dans Tranquille. Sur nos médias, et je vous dirai ensuite quelle source quelle enquête m'a permis de trouver ces précieux extraits sur lesquels l'enquête se base. Vraiment, l'hôpital public, c'est l'exemple parfait des conséquences des 3 I.
Immigration, insécurité, islam. Immigration. Alors, y a pas... Laissez-moi... Mais non, mais vous ramenez tout à l'islam tout le temps. Enfin, franchement, à la fin, ça devient maladif, quoi. Arrivent et expliquent que leur femme ne doit pas être auscultée. Oui, d'accord, mais c'est des cas particuliers. Oui, mais tous les médecins sont pas frappés à cause de ça, excusez-moi, enfin. Mais ça arrive à chaque fois. Oui, mais on fait pas d'un cas particulier, on fait pas une généralité. Excusez-moi. C'est une immigration qui pèse lourdement sur l'hôpital parce qu'on soigne la terre entière. C'est une insécurité où des médecins se font agresser pour des oui ou pour des non. Et c'est un islam rigoriste qui interdit à des femmes Arrête-moi ça, j'en peux plus. D'accord. Rias, arrête. Attendez à la fin. Attendez à la fin. Vraiment? Mais c'est pas pour ça que tous les médecins se font agresser. Mais c'est pas ce que je dis. Bon, bah oui, mais vous Parce qu'il dit, mais alors il dit quoi? Bien sûr que ça va. Enfin, vos discours, on peut l'écrire avant même que vous ouvriez la bouche. Je peux vous dire ce que vous allez dire. Mais vous dites, il y a une tempête aujourd'hui en France. Ah bah oui, mais si l'islam n'était pas là, on serait mieux préparé. Excusez-moi, enfin, au bout d'un moment, ça devient caricatural. C'est 3 points. C'est incroyable parce que cet animateur, vous l'avez deviné qui c'est cet animateur? Ouais, c'est Morandini, on a reconnu sa voix, je pense. Morandini, quand bien Morandini est modéré, c'est que l'heure est grave. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est exactement pour ça que j'ai sélectionné ce truc, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Faut pas espérer que CNews se modère, parce que CNews a le feu aux fesses. Enfin, j'espère qu'ils auront le feu aux fesses un jour. En tout cas, pour l'instant, l'Arcom les couvre. Son chroniqueur, je donne même pas le nom parce qu'il vaut même pas la peine qu'on sache qui c'est. C'est un sale chroniqueur raciste. En tout cas, cet extrait, je l'ai trouvé dans une enquête qui est parue avant-hier, je crois, de Reporters sans frontières. J'allais dire Radio sans frontières. De Reporters sans frontières, RSF, qui a publié une étude assez longue sur CNews, sur les temps de parole, et ça a provoqué tout un débat parce que l'Arcom justement a réagi, voulait que l'Arcom réagisse, et ça a provoqué tout un débat parce que l'Arcom a commencé à dire non mais vos chiffres sont faux, le temps de parole sur CNews est parfaitement équilibré, nous le contrôlons en permanence, etc. Alors que l'enquête de RSF, de Reporters sans frontières le montre très bien, qu'il donne en fait la parole à la gauche après 23h sur des vidéos dont le son est de mauvaise qualité et les propos sont filmés depuis, je sais pas, une tribune, assis en face d'un congrès où Hollande intervient, etc. Mais comme ça, ils font de l'équilibre de temps de parole pour entrer dans les clous. C'est vraiment... Hollande, la gauche, tu t'es trompé? Oui, non, mais eux, ils le comptent comme ça, quoi. Ils le comptent comme ça, en tout cas. Ceux qui travaillent et qui portent le fardeau de ce pays sur leurs épaules et qui, eux, effectivement, ne prennent pas tous les ponts systématiquement, ne prennent pas toutes les vacances scolaires, travaillent même parfois les jours fériés, laissent le travail parfois déborder un peu sur leur week-end, évidemment sur leur soirée, commencent tôt le matin, etc. Ceux-là, ils portent sur leurs épaules l'État-providence d'une France qui a cessé de travailler par ailleurs. Et ça, je suis très frappé, de plus en plus frappé de le constater. Il y a toute une part du pays qui, elle, joyeusement, s'envoie toutes les vacances scolaires, prend des week-ends qui durent 4 jours, termine sa journée à 16h, mais qui, attention, ne veut surtout pas payer une franchise médicale un peu plus importante, hurle quand on lui fait payer 3 € de parking à l'hôpital, demande la retraite à 59 ans, etc., etc. Bon, alors, est-ce que vous l'avez reconnu? C'est horrible. Pas du tout. C'est un chroniqueur qu'on voit quand même assez souvent et il limite souhaitable en chroniqueur de droite. Il se lève tôt le matin, lui. C'est pas un feignant, je crois, non? Disons qu'il est sûrement moins outrancier, moins raciste que les autres. Un indice peut-être? Il a un nom avec une composée, un nom composé. Charles, non, ça vous dit rien? Non, mais c'est vrai qu'après, il est sur tous les plateaux télé, mais faut regarder. Tu sais, il y a pas beaucoup de gens qui regardent la télé parmi nos auditeurs auditrices, je pense. Charles de Consigny. Sans vouloir m'avancer. Charles de Consigny, donc Charles, la voix du Capital. Charles de Consigny, la voix du Capital. Exactement. Donc voilà, on a un bel exemple. Donc je vous invite à aller voir l'enquête de Reporters sans frontières. Ils ont fait un documentaire là-dessus de 30 minutes pour expliquer le contenu du rapport. Donc c'est très, très accessible et c'est disponible sur Internet un peu partout. C'est Radio Papote, tous les 4e vendredis du mois, à 21h, en direct des studios de Radio Saint-Ferréol, 94.2 FM.
On arrive au terme de cette émission. Il est presque 22h. On arrive presque à 1 heure d'émission. Il nous reste 1 minute. Un petit mot de la fin. On va se retrouver dans un mois, le 26 décembre à 21h, pour une émission encore sur les municipales, mais sur un autre sujet. On va parler plutôt des budgets communaux et des investissements, mais pas que. Donc, un vrai cadeau de Noël. Avant de vous quitter sur après la bûche. Ouais, après la bûche après la bûche, parlons sous. En tout cas, on te remercie beaucoup, Samuel, et puis on remercie la liste, enfin le collectif de nous avoir prêté Samuel ce soir. Pour la soirée. Ah, s'il faut le rendre après. Il faut le rendre après. Non, mais on le garde pour la prochaine. Oui, on le garde pour la prochaine. Donc tu reviens à la prochaine émission dans un mois. Et à toutes les suivantes. Tu ne bouges pas en tout cas. Et on vous souhaite une belle fin de soirée. N'oubliez pas, on se retrouve donc à 21h tous les 4e vendredis du mois, et qu'on va diffuser cette émission aussi sur Radio Saint-Ferréol dimanche à 14h, et qu'elle sera ensuite disponible sur YouTube, Instagram et sur le site radiosaintfé.com. Je vous laisse avec une chanson, c'est Yoa, White Boy, qui va nous servir de générique de fin. Salut Elias. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Merci beaucoup. beaucoup. Merci pour l'invitation. Joyeux Noël, joyeuses fêtes. White boy. Depuis que je suis petite, j'aime les white boys. Même si je les déteste, j'aime les white boys. Demande pas pourquoi j'aime les white